Tout à fait clair. Pour distinguer ma question de la question suivante, je vous dis d'ores et déjà que je vous poserai ensuite la question de savoir quelles sont les règles en matière de légitime défense. Mais d'abord, je voudrais connaître les règles en matière de maintien de l'ordre, de manière succincte, naturellement, pour que nous comprenions bien ce que peuvent faire les gendarmes et ce qu'ils ne peuvent pas faire. En matière de maintien de l'ordre, toutes nos formations que nous avons reçues en Côte d'Ivoire et ailleurs, c'est que le manifestant n'est pas un combattant. C'est un citoyen momentanément égaré et donc il n'y a pas d'emploi de la force contre ce manifestant-là, sauf en cas de légitime défense. Attaque actuelle, en employant des moyens proportionnés à l'attaque. Ça veut dire que si vous donnez un coup de poing, on va votre bouclier pour le bloquer. N'allez pas tirer sur les manifestants parce que vous avez lancé un caillou. Alors, à votre connaissance, ces règles ont-elles été respectées par les unités sous votre responsabilité pendant la crise? Absolument. D'accord. Alors, vous venez de nous le dire, mais je voudrais que ce soit clair. Le cas particulier de la légitime défense, est-ce que vous pouvez nous dire précisément ce qu'on peut faire et pas faire en cas de légitime défense? Je parle des gendarmes, naturellement, ivoiriens. La légitime défense. There must be a law about. Le président, il doit y avoir une loi à cet effet. Il n'appartient pas à un témoin de vous dire ce qui doit être fait en invoquant la légitime défense. Il doit exister une loi qui légitime ce genre de défense. Et si la loi existe, la loi est interprétée par les avocats et non pas par les témoins, car il ne s'agit pas d'un fait. Monsieur MacDonald, en effet, il existe une loi. D'ailleurs, cela fait partie de la liste de la défense s'agissant d'autres témoins. C'est un document qui concerne le décret de 1967 en Côte d'Ivoire. C'est une pièce qui a été communiquée en application de la règle 77. En fait, cela ne fait pas partie du dossier de l'affaire, mais c'est un document qui a été versé au prétoire électronique. Pour ce qui est des documents juridiques, la Chambre peut dresser un constat judiciaire de cela. Nous pouvons fournir la référence ERN et nous pouvons vous l'envoyer afin que le document soit versé au dossier, mais cela incombe à la Chambre que de dresser un constat judiciaire de loi nationale. C'est une loi, un décret qui remonte à l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Le président, je vous remercie. Je pense sincèrement qu'il ne convient pas de demander aux témoins d'aller au-delà de son rôle de témoin, c'est-à-dire parler de faits, s'en tenir aux faits. Il n'est pas censé parler de la loi. La loi existe, le texte en question sera versé au dossier, nous pourrons l'apprécier. Si je peux dire un mot là-dessus, Monsieur le Président, chez nous, en France, mais c'est vrai aussi en Côte d'Ivoire, il existe des lois, il existe des décrets. Un décret, ce n'est pas une loi. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est le témoignage du témoin, de savoir si, à sa connaissance, ces règles, puisque ce n'est pas une loi, ces règles ont été appliquées et appliquées de la bonne manière. Et quelle est la bonne manière? Il faut bien le lui demander pour savoir ce qui s'est passé sur le terrain. Nous n'y étions pas, ni vous, ni moi, ni personne d'ailleurs. Et donc il me semble que la question peut être posée. Le président, il y a deux choses. D'abord, les instructions. Des instructions ont été données aux gendarmes. D'autre part, en quoi consiste la légitime défense et comment est-ce qu'elle est appliquée, ça, nous devrions le savoir. Et cela fait partie d'une loi ou d'un décret ou d'un texte quelconque, d'un instrument juridique quelconque. Donc il y a l'interprétation de cela et d'autre part, il y a ce qui s'est passé sur le terrain. Ils ont en fait la même chose, Monsieur le Président. Ces instructions éventuelles données aux gendarmes, encore faut-il savoir si elles correspondent ou pas
au cadre juridique ou au cadre réglementaire. Et pour cela, nous devons savoir, de la bouche du principal responsable de la gendarmerie, quel était ce cadre de manière pratique. Parce qu'il y a la théorie et la pratique, n'est-ce pas? Il y a la manière dont on le conçoit, il y a la manière dont on l'applique. Enfin, me semble-t-il. Mais je crois que nous ne sommes pas si loin, on dit plus ou moins la même chose, me semble-t-il. We'll see that if Le président, eh bien, nous allons voir si nous disons la même chose. Vous allez poursuivre votre interrogatoire et nous verrons. Maître Knops, Monsieur le Président, permettez-moi d'intervenir pour m'associer aux propos de Maître Altit. Les règles d'engagement ne sont généralement pas inscrites dans des textes de loi. Le Président, nous ne parlons pas de règles d'engagement, nous parlons de légitime défense. Quelles sont les règles s'appliquant à la légitime défense? Il ne s'agit pas de la manière dont les choses ont été exécutées sur le terrain. Donc, si vous parlez de règles d'engagement, certes, vous pouvez le faire. Parce que c'est quelque chose qui relève de la hiérarchie. Mais la base, c'est la loi, c'est le texte de loi. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, vous avez suivi les échanges. Donc, ce qui nous intéresse, vous l'avez bien vu, c'est de savoir comment ça s'est passé. Mais pour qu'on comprenne comment ça s'est passé, encore faut-il qu'on sache le cadre dans lequel on peut se défendre, dans le cadre dans lequel la défense est légitime. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, parce que c'est vrai qu'il y a les textes pour les analyser éventuellement, mais vous, en tant que responsable de la gendarmerie, quelles étaient les conditions, quelles sont les conditions de la légitime défense et comment ça se matérialise? La légitime défense, c'est une agression actuelle contre un agent commis au maintien de l'ordre. Et l'agent doit réagir face à cette agression en utilisant les moyens qui sont proportionnés à l'attaque. S'il le fait plus tard, c'est une vengeance et il est condamnable. Donc, ce que vous nous dites, le mot utile Donc, ce que vous nous dites, le mot utile ici, si je comprends bien, hein, vous me dites si j'ai bien compris, c'est le mot clé en quelque sorte, c'est le mot proportionnalité, c'est ça? Absolument. Bon. Et maintenant, ma question, à votre connaissance, les unités de gendarmerie sous votre responsabilité, qui dépendaient de vous, pendant toute la crise, n'ont-elles utilisé la légitime défense, enfin, ont-elles utilisé la légitime défense quand cela se présentait de la manière prescrite, telle que vous venez de nous le dire, c'est-à-dire, si je comprends bien, proportionnelle, ou bien, certaines fois, à votre connaissance, ont-elles dépassé, d'une manière ou d'une autre, peu importe, mais dépassé ce cadre que vous nous avez rappelé de manière rapide et succincte? Encore, je rappelle, la gendarmerie agit essentiellement en campagne. Là-bas, les manifestations ne sont pas des grosses foules. Mais à Abidjan, en cas de manifestation, c'est la police qui est engagée. De façon plus précise, nous n'avons jamais eu d'attaque de la part des manifestations. On n'a jamais utilisé des moyens qui ne sont pas proportionnés à l'attaque. Lancer un caillou, poser une barricade, ne nous amène pas à utiliser des armes. On dégage les barricades. C'est souvent des pneus qu'ils mettent, on les dégage. C'est souvent des carcasses, on les dégage. D'accord, monsieur. Oui, oui, tout cela est très clair. Mais vous nous avez néanmoins parlé d'attaques contre des gendarmes avec des armes à feu. Et il y a eu des morts, si j'ai bien compris. Donc, dans ces cas-là, il faut bien se défendre, ou bien les gendarmes ne se défendaient pas. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je traitais du cas d'Abobogar. Des gendarmes étaient commis depuis tout le temps à la surveillance de l'antenne d'Abobogar. C'est elle qui permet de mettre les sons sur notre télévision. Ce site stratégique a été attaqué par les commandos invisibles.
il n'y avait que 2 gendarmes. Ils en ont tué un, l'autre a fui. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas eu d'échange. On était en position inférieure parce qu'on n'était pas en position de combat. Donc pas parler de proportionnalité. Un gendarme a été tué, l'autre s'est replié. Et ils ont progressé, si vous connaissez bien Abidjan, vous, Mataktit, la Boboga en allant vers Djamé. Il y avait une usine qu'on appelle Filtisac, Filtisac, qui était encore gardée par des gendarmes. C'est notre mission traditionnelle de protection des biens et des personnes. Les éléments ont progressé et là encore, ils ont battu les gendarmes qui étaient là. Donc, ce n'était pas dans un cas de maintien de l'ordre, c'était une agression avérée du commando invisible contre tout ce qui était gendarme. D'accord. Alors on peut peut-être, c'était très clair, monsieur, hein. Alors on peut peut-être poser la question un peu différemment. À votre connaissance, y a-t-il jamais eu un incident qui aurait mérité une enquête parce que la question de la légitime défense ou des critères de légitime défense ou de la proportionnalité aurait été posée? Votre réponse, si je comprends bien, c'est non. Est-ce que je me trompe? Non. Donc c'est ça, hein. C'est Que ce soit clair pour nous, parce qu'on essaie de comprendre. Je suis d'accord avec vous, maître. Donc jamais. Yes, please. Le président, s'il vous plaît, ménagez une pause. Attendez avant de répondre. Alors je vous repose la question, de manière à ce que vous puissiez dire clairement à la Chambre, donc à votre connaissance, et est-ce que vous pouvez nous dire donc ce qu'il en est, s'il n'y a jamais eu un seul incident, ou s'il y en a eu un ou deux, enfin bref, est-ce que vous pouvez dire à la Chambre ce qu'il en a été, à votre connaissance, pendant la crise? Il y a eu l'incident dont on a parlé ici, de Yopougo, dans un sous-quartier, Ouassakara, entre les éléments de la gendarmerie commandés par le capitaine Koukouignon avec des militaires. Et cet incident a occasionné des morts dans les rangs des gens qui étaient supposés être des rebelles. À la vérification, qui étaient des militants du temps du RDR en réunion. La police de l'endroit précis s'est saisie de l'affaire, a ouvert une procédure et je n'ai plus jamais eu la suite. Puisque c'est le commissaire du gouvernement qui est destinataire des procédures dressées par la gendarmerie et par la police. C'est cet incident-là que je voudrais vous signaler. Peut-être qu'il y a eu d'autres, mais je ne me rappelle plus. D'accord. Alors, nous allons passer à un autre point. Vous nous avez parlé d'un certain nombre de rendez-vous entre le président et les principaux chefs des forces de maintien de l'ordre, rendez-vous auxquels vous participiez, et lors desquels, si j'ai bien compris, les responsables des forces de maintien de l'ordre faisaient un compte-rendu au président de la situation sécuritaire prévalant à ce moment-là à Abidjan. C'est bien ça. C'est cela. Très bien. That was Le président, c'était une question inutile, superflue, une question parmi d'autres qui était superflue.
Monsieur le Président, si l'on parle de... pardon, je fais un petit aparté ici, mais je pense que ça peut être utile. Si l'on parle de durée de l'interrogatoire par la partie non appelante, pour essayer de rassurer votre chambre, je pense que nous passerons moins de temps à interroger ce témoin que mon ami l'accusation. Je ne voudrais pas m'avancer trop, naturellement, parce que ce serait embêtant. Mais je pense qu'on devrait arriver à terminer dans des délais raisonnables. Donc, les questions ont, de notre point de vue naturellement, leur raison d'être et n'empiètent pas ou ne vont pas ralentir un quelconque temps qui serait accordé à la défense. Mais je le dis pour rassurer la Chambre. No, but I'm just saying that Le président, oui, mais je voulais simplement dire que si vous posez une question qui n'est pas nécessaire, vous demandez au témoin si vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit précédemment. Il y a peut-être 10 minutes, bien entendu, il sera d'accord. Il ne s'agit pas de la véracité de la réponse. Posez simplement votre question. Monsieur le Président, But- comme là, Monsieur le Président, il faut une forme de logique. Et par ailleurs, yes, oui, non, mais par ailleurs, ici aujourd'hui, puisque je fais ici référence à tout ce qui s'est déroulé les jours précédents. Et ce qui s'est déroulé les jours précédents a eu, a été formalisé en différentes interventions pendant différents jours, etc. Et pour poser une question, je vous en prie, pardon. I, I, Le président, je vais dire ceci et je vais m'arrêter après. En anglais, vous avez dit, et c'est la traduction anglaise, vous nous avez parlé d'un certain nombre de réunions entre le président et certains commandants des forces, etc. Est-ce que c'est exact? Bien sûr que c'est exact. Posez votre question. Pourquoi faire ce préambule? Pourquoi est-ce que vous ajoutez cet élément? Est-ce que c'est juste ou pas? let's go ahead. Veuillez poursuivre. Alors, première question, monsieur le témoin. Alors, apparemment, d'après ce que vous nous avez dit, ce n'étaient pas des réunions trop longues. Est-ce que je me trompe? Affirmatif. Elles duraient grosso modo combien de temps? 10-15 minutes, pas plus. Pas plus. D'accord. Alors, comment ça se passait? Est-ce que vous pouvez nous dire, pour qu'on essaie de comprendre un peu, de voir, de visualiser un peu, qui parlait et qui disait quoi? L'armée, c'est un corps hiérarchisé. Et quand nous allions voir monsieur le chef de l'État, chef suprême des armées, c'est le chef d'état-major des armées qui prenait la parole et qui rendait compte de la situation. En l'occurrence, le général Philippe Mangou. C'était le seul à parler? C'était le seul à parler, à moins que le président de la République pose des questions, ou qui a quelque chose à dire ou à ajouter. Donc, compte tenu du fait que les réunions étaient courtes, est-il juste de dire que des points précis n'étaient pas abordés, mais que les participants s'en tenaient à des généralités? Non, ce ne sont pas des généralités. Vous avez vu des documents précédents, on appelle l'ordre d'opération, où des précisés situations générales, situations particulières, on donne tout. Et c'est cet ensemble-là que le chef d'état-major résume à Monsieur le Président de la République. Voilà. Vous avez vu des horaires. Mais on s'asseyait, le président n'avait pas que nous à recevoir, on attendait notre tour d'être reçu. Ça pouvait durer 1 heure, 2 heures, mais les 2 heures, c'était pas le chef de l'État. D'accord. Et vous nous avez dit ce que répondait le chef de l'État. Vous nous l'avez déjà dit, donc j'y reviens pas. Ma question est donc, ce que vous venez de nous expliquer,
et ce que vous nous avez dit que répondait le chef de l'État à propos de différentes réunions, est-ce que c'était un processus immuable? Est-ce que c'était un processus, si vous voulez, qui était répété pour chacune de ces réunions, pour chacun de ces rendez-vous? Affirmatif. Oui. D'accord. Alors, parlons de vos visites à la résidence présidentielle. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, je crois que c'était au début de votre témoignage, il vous arrivait d'aller à la résidence de votre propre chef pour voir des amis, c'est bien ça? Affirmatif. Oui. D'accord. Est-ce que l'on peut dire que d'autres personnalités ivoiriennes se rendaient elles aussi à la résidence pour voir des amis? Peut-être je peux formuler ma question autrement. Ceux qui se trouvaient à la résidence n'y étaient pas nécessairement parce qu'ils avaient été convoqués par le chef de l'État. Est-ce que c'est juste? Your Honor's objection. Monsieur Desmergents, Monsieur le Président, objection. Monsieur Desmergents, je ne veux pas aller trop loin, mais bon, là, quand même, on se perd en conjecture au sujet de ce que font d'autres personnes. Président, oui, je suis d'accord avec vous. Ce que font d'autres personnes, ce n'est pas ce que le témoin a fait. Le témoin, c'est le témoin, d'accord? Alors je vais reformuler. Avez-vous rencontré des personnes à la résidence qui s'y trouvaient, qui n'y travaillaient pas, mais qui s'y trouvaient ponctuellement sans avoir été convoquées par le chef de l'État? Maître, avec votre permission, je n'avais pas l'agenda du chef de l'État pour savoir si telle personne qui était là était convoquée. Mais vous connaissez bien Abidjan, le président travaille et à la résidence et au palais présidentiel. Donc il y a des rendez-vous qui se prennent à la résidence et d'autres qui se prennent au palais présidentiel. Donc à un moment donné, tout ce monde-là peut se retrouver au salon. Vous savez, il y a 4 accès. Il y a l'entrée principale, il y a la cour intérieure et il y a la cour en face de la résidence. Et quand vous entrez, vous avez 2 salons, 3 salons. Et les gens sont assis là. Chacun attend à son tour d'être reçu. Merci. Alors, vous avez parlé de votre dernière visite à la résidence. Vous vous souvenez d'avoir parlé de la dernière visite? Il y a eu un incident, vous nous avez expliqué l'incident à l'entrée. Oui. Alors, ma question, d'où veniez-vous pour vous rendre à la résidence? Je venais d'Arban, où j'habite depuis 10 ans, et je me rendais à la résidence. Monsieur le Président, j'attends que... je crois que le transcrit est arrêté, j'attends un peu. Je me tourne vers les interprètes, c'est bon? Ok. Alors, ma question. Y avait-il, monsieur, des unités françaises? Avez-vous rencontré des unités françaises sur votre trajet, soit aller, soit retour? Non. J'ai rencontré plutôt des militaires au niveau de la RTI qui tenaient ce point. D'accord. French soldiers. Le président, des soldats français? RTI.
comme d'habitude. Okay, thank you. D'accord, merci. Alors, à la fin de la crise, l'armée française a-t-elle attaqué des positions et des bases de la gendarmerie à Abidjan? Il y a eu plusieurs attaques, je ne sais pas lesquelles, mais si on me permet, je peux faire un petit développement, si je suis autorisé à le faire. Oui, sous le contrôle du président. Of course, of course. Oui, bien sûr. Bien sûr que vous pouvez faire ce petit développement. Les FDS et les FAFN n'avaient pas d'aviation. Seuls l'ONUCI et la France avaient des aéronefs. Ils ont attaqué le camp d'Akwedo, ils ont attaqué la marine. Il y a eu 2 attaques sur le camp d'Agban. Première attaque qui a fait la mort, qui a causé la mort à une fillette, parce que l'obus a traversé le salon de son père et la fille a pris le coup. La deuxième attaque visait les engins blindés de la gendarmerie. Après, il n'y a plus d'attaque, mais il y avait des survols quotidiens des avions sur le camp d'Agban. Depuis là-haut, est-ce la Russie, est-ce la France? Je suis jamais de dire que ce sont les 2 forces ensemble qui survolaient le camp d'Agban et qui ont mené conjointement les attaques. What period are you talking? Le président, et à quelle période faites-vous référence? When this happened, these Quand est-ce que cela s'est passé? Ces attaques aériennes, quand est-ce qu'elles se sont passées? En gros, au mois de mars, quand le Conseil de sécurité, dans une résolution, a ordonné que les armes lourdes de l'armée de M. le Président Laurent Gbagbo soient détruites. En gros, en mars. Oh non, après la crise. C'est pendant cette période-là. Monsieur Kassaraté, juste pour clarifier les choses, vous avez dit à l'instant des avions survolaient le camp. Est-ce que vous ne vouliez pas dire plutôt des hélicoptères? Pardon, les hélicoptères. D'accord. Alors à un moment, je crois que c'était hier, de manière incidente, vous avez dit « J'ai vu que beaucoup de généraux n'étaient plus à leur poste ». Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous entendiez par là et à quoi vous pensiez en disant cela? Je vais être très précis. Mes gendarmes m'ont informé de ce que le chef d'état-major, le général Mangou, n'était ni à son bureau, ni à sa résidence. Et les rumeurs qui nous parvenaient l'annonçaient à l'ambassade de l'Afrique du Sud à Abidjan. 2. Sur les écrans de la télévision qui émettaient depuis le Golfe, j'ai vu apparaître le général Touvoli Bizobo, chef d'état-major particulier du président de la République, qui invitait les armées à déposer les armes. Il était au Golfe. Peu de temps après, j'ai vu sur la même télévision le général Dété Loto, chef des opérations à Abidjan, qui émettait aussi depuis le Golfe, qui invitait ses hommes à terre les armes. Voilà les principaux généraux que j'ai vus à la télévision appelant les uns et les autres au dépôt des armes. D'accord.
à votre connaissance, des représentants du RHDP, des forces nouvelles ou des représentants français ont-ils noué des contacts avec vos subordonnés et ou cherché à les influencer pendant la crise? Aucun de mes subordonnés ne m'a rendu compte d'un tel comportement. Aucun. D'accord. Des représentants du RHDP, des forces nouvelles, disons des représentants du Golfe, peut-être pour faire plus simple, ou des représentants français, ont-ils cherché à prendre contact avec vous et à vous influencer pendant la crise? Je n'ai pas eu de contact avec les Français. Par contre, à mon bureau, j'ai reçu 2 attachés de défense, Américains, je crois, des Américains, je crois, qui demandaient à la gendarmerie est-ce qu'elle se ralliait ou pas. Je leur ai dit que c'est un débat politique. Je n'ai pas parlé de politique avec eux. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous voulez, ce sont des éléments un peu compliqués, des souvenirs peut-être un peu difficiles, est-ce que vous voulez qu'on passe à huis clos pour en parler tranquillement? De cette question-là, Oui, de la question de ce qui a pu se passer entre les généraux et des intervenants extérieurs. je suis aux ordres de monsieur le juge, sinon je n'ai pas de décision. Le président. Non, mais. Non, c'est le juge qui est en quelque sorte à vos ordres. Si vous vous sentez à l'aise, nous pouvons aller de l'avant. Si vous avez un souci, quel qu'il soit, vous me le dites et nous passons au huis clos partiel. Monsieur le Président, comme je vais poser peut-être quelques questions autres, mais qui seront peut-être tout aussi délicates, je crois que nous ferions bien d'aller en huis clos partiel. Ça permettra aux témoins probablement de se sentir plus à l'aise. Président. Eh bien, nous allons donc passer à huis clos partiel. Mais dites-moi, dites oui, monsieur? Monsieur le Président, Yes? je n'ai pas de problème à le faire en public. Good. Eh bien, poursuivons alors. Questions, je crois que ce serait mieux. Pour les autres questions, j'ai compris que pour ces questions-là, il n'y avait aucun problème, et j'en prends note. Parfait. Mais comme j'aurai d'autres questions un peu différentes, autant aller, je crois, Monsieur le Président, en audience à huis clos partiel. Okay. Le président, bien. Alors nous allons donc passer à huis clos partiel. Donc, monsieur le témoin, à partir du moment où la greffière d'audience nous informera de la chose, nous serons à huis clos partiel. J'aimerais donner la parole à Maître Fambonnet. Qu'en est-il pour demain? Vous n'êtes pas disponible, Maître Fambonnet? Je ne suis pas disponible. Le président. Donc, le problème, c'est que nous devons maintenant attendre jusqu'à après-demain. Après-demain qui sera jeudi. Donc, nous nous retrouverons jeudi matin à 9h30. Et j'aimerais savoir si nous aurons besoin de proroger les volets d'audience jeudi pour que nous puissions de suite nous organiser pour ce faire. Voilà, c'est la raison pour laquelle je pose la question aux 2 équipes de la défense. Et je pense également aux questions supplémentaires auxquelles il faut penser. Maître Altit? The witness can.
Mais bien entendu, le témoin peut entre-temps quitter le prétoire. Et nous allons prendre nos dispositions pour les audiences à venir. Merci. Maître Altit? Yes. Merci, Monsieur le Président. En ce qui nous concerne, je pense que nous ne dépasserons pas jeudi soir. Nous terminerons au cours de la journée de jeudi. Je ne voudrais pas trop m'avancer et je ne voudrais pas vous faire de fausses joies. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que nous aurons terminé jeudi, quoi qu'il arrive, en ce qui nous concerne. En fait, je peux préciser ma pensée. Je pense avoir besoin probablement de deux sessions, sessions. Et je ne sais pas pour la troisième. Il est possible que j'ai besoin d'un troisième, mais ce n'est pas sûr. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Je vois que l'équipe de défense de Blé-Goudet se concerte. Maître Knops, Monsieur le Président, il nous est difficile de prévoir à ce stade, le Président, bien entendu. Maître Knops, cela étant, nous ne pensons pas en avoir pour longtemps. Nous éviterons de reposer les questions qui ont été posées par l'équipe de défense de M. Gbagbo. Le Président, c'est un effort louable. Le Président, mais péchons par excès de prudence. Jeudi, nous allons siéger pendant des volets prorogés et nous verrons comment évolueront les choses. Parce que je ne voudrais certainement pas... Parce qu'il y a évidemment les questions supplémentaires. Je ne voudrais pas que les questions supplémentaires soient posées à la hâte. Donc, si jeudi, nous commençons à 9 h du matin et que nous siégeons pendant des volets d'audience prolongés, reprendre jeudi, nous siégerons pendant 3 volets d'audience de 2 heures. Cela ne signifie pas que vous devez prendre toute la journée. Donc, pendant les 2 premiers volets d'audience, vous devrez avoir suffisamment de temps pour en terminer. Donc, de 9 h à 11 h, de 11 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à 17 h. 3 volets d'audience de 2 heures. Merci. L'audience est levée.